Alors, l'éducation au Québec, l'accès au savoir et à la formation doit être gratuite de A à Z, de la garderie à l'université. Pour nous en parler, je vais inviter M. Pierre-André Julien, qui est docteur en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et docteur honoris causa de l'Institut polytechnique de Lorraine, en France. Il est professeur émérite en économie des PME, ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Entrepreneuriat régional et économie de la connaissance, qui a été traduit en 6 langues. Alors, à vous, M. Julien. J'ai tous les défauts. Je suis un économiste qui essaie d'enseigner de l'économie, mais avec la sociologie, tout ça de faux. Donc, je suis un mauvais économiste et peut-être un mauvais enseignant. Mais je vais vous parler de l'enseignement quand même, parce que mon expérience, mais à partir d'une théorie économique. On fait 10 minutes. Alors, je vais vous parler de 3 concepts. Le dernier, je suis moins sûr, vous réagirez à ce moment-là, mais le premier, j'ai travaillé depuis longtemps. Et c'est ce qu'on appelle le concept des tiers. C'est-à-dire, le concept des tiers, ça nous permet de distinguer entre ce qu'on appelle un bien public et un bien privé. Alors, quand vous achetez une boîte de conserve, vous achetez quelque chose à manger, vous l'utilisez uniquement pour vous, c'est un bien purement privé. Mais quand vous avez une transaction entre 2 individus, qui favorise les 2 individus, mais qui favorise surtout les tiers, les autres, c'est-à-dire la population, la société, ça devient bien public. Et je suis très surpris d'ailleurs, dans la discussion sur le financement, par exemple, des universités, des cégeps, qu'on ne revient pas sur cet élément-là. C'est vrai que quelqu'un qui va à l'université, quelqu'un qui s'instruit, fait son secondaire, va au cégep, va à l'université, c'est vrai que c'est très intéressant pour lui. Mais avant tout, c'est intéressant pour la société. Et c'est pour ça que l'éducation est un bien public, parce qu'avant tout, c'est la société qui en tire le maximum de bénéfices. Si notre population n'était pas instruite, nos entreprises fonctionnaient mal, nos institutions fonctionnaient mal. C'est parce que une grande partie, en fait, la majorité de la population est instruite et quelques-uns sont encore plus instruits, sans voir à l'université, font de doctorat, etc. Alors, c'est le premier point, il faut garder ça en tête. C'est la première raison pourquoi l'éducation doit être gratuite, c'est parce que c'est un bien public qui favorise toute la société, qui favorise toute l'économie. Et c'est assez facile à comprendre. On parle que notre économie, c'est avant tout une économie du savoir. Alors, le savoir, ça vient de l'éducation. Ça vient de l'instruction. Donc, partons de ce point de vue-là, que le principe de la gratuité est basé du fait que c'est un bien public qui favorise toute l'économie et le développement de l'économie et notre capacité concurrentielle par rapport aux autres pays. Il y a un deuxième principe, puis là, je vais m'excuser beaucoup, parce que c'est un principe qui a été défendu par Jean Charest. Alors, pour une fois, dans le vie, je suis un peu d'accord avec Jean Charest. Jean Charest dit, sur la question de la gratuité de l'éducation, oui, mais il faut que les étudiants fassent leur part. Et je suis d'accord avec lui. Mais pas faire leur part avec le portefeuille, faire leur part en travaillant fort. Et c'est exactement... Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. En Amérique du Nord, on a ce système mixte. Les étudiants paient une bonne partie, puis le gouvernement paie le reste de l'éducation. En Europe, c'est à peu près gratuit, l'éducation. J'ai vécu 10 ans en Europe, j'ai enseigné un peu partout, en Italie, en Espagne. Et en particulier en France, c'était ma première expérience, je ne vous la conseille pas. Je donnais un cours en première année de l'université, j'avais 600 étudiants. J'étais d'un grand théâtre avec un micro et tout un système. À l'époque, on n'était pas aussi bien organisé, mais des vidéos, etc., pour essayer de donner un cours à ces 600. Je n'ai aucune idée s'il y en avait 600 dans la classe. Peut-être 350, 400. Mais
Et ça veut dire que comme l'éducation est gratuite, il y a beaucoup de jeunes, tous les jeunes, s'ils ont un peu de temps, sans voir à l'université, évidemment, c'est pas complètement gratuit. Il faut qu'il y ait un logement, il faut qu'il y ait des fonds pour manger quand ils sont loin de leur maison, etc. Mais l'éducation, proprement dite, est gratuite. À la fin de l'année, on est passé de 600, il en restait 250. Parce que tous ceux qui n'étaient pas capables, ou bien reprenaient leur année, ou simplement partaient. Alors, le principe de la gratuité est fondamental. Mais l'autre principe, il faut que l'étudiant travaille, sinon, ça ne vaut pas la peine de lui rendre l'éducation gratuite pour, après ça, qu'il ne faut rien. Alors que chez nous, ceux qui payent ont l'impression qu'on leur doit quelque chose. Alors, ça, c'est deux principes très importants. La gratuité, parce que c'est un bien purement public, fondamental pour une économie du savoir qui doit concurrencer des pays à faible salaire. On ne peut pas concurrencer la Chine ou d'autres pays de ce type uniquement par les prix. On doit le concurrencer par du savoir très avancé. Et ce n'est pas uniquement le patron ou quelques individus ou dans l'organisation, la direction, qui vont faire le savoir, c'est tous les employés, c'est toute l'organisation qui participe au savoir. Et c'est pour ça que c'est très important qu'autant n'importe quel travailleur, y compris dans nos institutions, les travailleurs sont tous importants parce qu'ils participent à l'environnement des écoles, ils participent au bien-être de la relation entre les professeurs et les étudiants, et ça fait en sorte que l'enseignement est accueillant et les étudiants qui travaillent sont capables d'arriver. Le troisième point, j'ai 7 petits-enfants, j'ai des enfants, puis moi-même à l'université, j'ai vu ça. Si on accepte que l'éducation est gratuite, si on accepte qu'il y a une condition que les étudiants doivent travailler, ça veut dire qu'il faut donner aux professeurs, à l'organisation, le pouvoir d'intervenir. Je vais vous parler juste de mon cas à l'université, parce qu'on a des difficultés. Moi, je suis un dur de dur. J'ai coulé souvent des étudiants au 2e cycle et même au 3e cycle. Alors, il y en a qui ont jamais réussi parce que moi, je considère que s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas d'affaire à se rendre jusqu'au bout. À la petite école, les professeurs qu'on rencontre disent on ne peut pas intervenir plus que ça. Il y a toujours un parent qui va arriver parce qu'on essaie de forcer l'enfant à aller plus loin, à travailler fort. On ne peut même pas l'approcher parce qu'on serait taxé de tendance incestueuse ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça épouvantable. Je comprends très bien, moi. Je fais partie d'un syndicat, j'ai toujours été pro-syndicaliste. Je comprends très bien qu'une partie du travail des syndicats, c'est d'obtenir des meilleures conditions de travail, des avantages sociaux, etc. Mais je ne comprends pas que vous ne travaillez pas en même temps pour redonner du pouvoir aux professeurs, à l'organisation. Et je suis très critique sur ça. Alors, si vous voulez encore une fois que l'éducation soit gratuite, que les étudiants travaillent, mais que ceux qui ne travaillent pas, on puisse les bloquer, ou en tout cas les forcer à travailler. Mais si actuellement, les tendances, c'est que l'étudiant est roi, on ne peut rien faire. Moi, je trouve ça. Dernièrement, j'étais une de mes petites filles qui a 7 ans, dans son école, on est allé à un petit événement, et c'était la pagaille dans le cours, on a vu ça à plusieurs reprises. Le professeur ne réussissait pas à imposer la discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de participation. Alors, je ne veux pas vous en dire plus que ça, là. Si vous voulez poser des questions, on aura 5 minutes. Je pense que je vais avoir pris mon 10 minutes. 3 points. Dans la discussion politique actuellement, reprenez ce principe-là du tiers. Le principe du tiers. L'éducation, c'est avant tout un avantage fantastique pour une société. Même si les étudiants, ceux qui réussissent, ceux qui se rendent plus loin, en profitent. Mais avant tout, c'est la société qui en profite. Mais ceux qui se rendent plus loin, c'est parce qu'on travaillait, à la condition qu'on ait des critères, des barèmes pour les faire travailler. Si les enseignants n'ont plus le pouvoir pour être capables de forcer les étudiants à travailler, puis dire aux parents, si vous ne voulez pas les aider à faire les devoirs, on va trouver d'autres solutions, mais il faut en arriver à quelque chose. À ce moment-là, on arrive d'un système, restons dans un système purement privé, en espérant que les parents qui payent pour l'étudiant, ben, ils vont demander à leur enfant
de faire un petit effort si nous, on n'est pas capable de faire un effort. Mais dans un système privé, dans un système public comme en Europe, j'ai enseigné en Suède encore il n'y a pas longtemps, à l'université, c'est extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'ils se mettent en groupe, les professeurs, pour évaluer tous les étudiants un après l'autre pour voir s'ils vont être capables de passer. Et de bloquer des étudiants, je suis d'accord, on nous dit que le doublage, ce n'est pas une bonne façon, mais il y a d'autres façons d'aider le système à faire en sorte que les étudiants vont arriver, ils vont participer à ce bien public-là, ils vont donner au public ce qu'il attend, du rendement, de l'éducation, de la formation, du savoir et de la capacité d'innover. Alors, je ne veux pas en dire plus que ça, là, mais ces 3 points-là sont très complémentaires. Et autant que le gouvernement a un rôle à jouer, autant les étudiants ont un rôle à jouer, ils doivent travailler, autant le syndicat a un rôle à jouer, il doit redonner du pouvoir, pour que les 2 autres éléments soient cohérents, comme on le voit dans beaucoup de pays européens. Voilà, merci. Quelques questions, je pense. J'avais demandé Il y a oublié un message, secrétaire. le chef. Là. Vous l'avez, on Il parle est de ici, fort. il est ici, Il est là. la condition qui marche. Quand le gouvernement a dit qu'avec plus d'argent, on va avoir de meilleurs enseignants, ça vous touche pas un peu, ça, vous autres? Non. Vous êtes déjà bon? C'est son Monsieur Legault, de toute façon, j'ai écrit un article dans le Devoir en disant que la mesure de Legault, la façon de voir Legault, en 1930, je fais un économiste, je fais partie d'une faculté de gestion. J'ai enseigné dans les années 30 qu'on pouvait faire une relation directe entre les bénéfices et le rendement. Or, en particulier dans la santé ou en éducation, le rendement n'est pas dû uniquement à l'enseignant, c'est dû aux parents, c'est dû à l'environnement, c'est dû au support que vous avez, les spécialistes qui aident pour les enfants qui ont des difficultés, etc. Donc, est-ce qu'il va donner, il va améliorer le salaire dans le cas de Legault, mais il faudrait dire à peu près la même chose. Pour aussi les parents, il va aider un peu plus les parents qui poussent les enfants à faire leurs devoirs. Est-ce qu'ils vont aider aussi toutes les aides complémentaires pour les étudiants en difficulté, etc. Comment ils vont être capables de gérer ça? Comment gérer des classes qui, au départ, retiennent beaucoup d'étudiants faibles par rapport à des classes d'étudiants élevés? C'est un vieux système qu'on a expérimenté entre les années 30 et les années 50 et qui a fini par être remplacé dans les entreprises parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, soyez assurés que dans le système de public, le système public, encore une fois, c'est une notion très très large. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un professeur tout seul, c'est le collectif. Alors, si on veut parler, essayer d'évaluer les professeurs au rendement, ce que vous voulez, ou évaluer un peu, même une école par rapport à une autre école, sans voir l'origine, sans voir l'environnement, on fait fausse route, puis on dit n'importe quoi. Alors, on est encore des années 30, des années 40. Mais comment donner plus de pouvoir aux professeurs, étant donné qu'il y a une école, une administration, une commission scolaire? Je ne vois pas qui va nous voir. Et avoir de pouvoir aux étudiants, bon, évidemment, mon cas particulier peut-être, mais non, pas tout seul à l'université. Mais que je ne suis pas capable de dire à un étudiant, tu n'arriveras pas. Si tu ne travailles pas, vous êtes capable de... Ça, au moins, vous êtes capable de le faire. Mais quand il ne travaille pas plus, là, vous avez presque plus de pouvoir. Nous, en principe, nous, on a même eu des procès. Les étudiants, on m'a menacé en plusieurs reprises de me faire des procès parce que je coulais les étudiants qui ne travaillaient pas. Ils n'ont pas de pris sur moi. Parce que, ils me connaissaient d'avance, ils ne s'asseyaient pas. Le plus souvent. Mais il faut être solidaire. Individuellement, vous êtes incapable de faire ça.
Hein, il faut que votre commission scolaire soit partie prenante, à moins que la commission scolaire dise faisant passer au maximum. Bon, ils ne sont pas intéressés. En plein ça. Encore une fois, si on considère que c'est un service public, bien, le public doit être partie prenante. Alors, la commission scolaire en fait partie, les écoles en font partie, les associations de parents en font partie. Et si ça ne sort pas du jour au lendemain, vous ne reprendrez pas le pouvoir du temps pendant. Quand j'étais petit, on avait le droit à des coups de règle, des choses comme ça. Il y a des exagérations, il y a plus de bon, on ne peut pas revenir à ça. Mais entre le coup de règle et la frappe de mon père, parce que puis moi, je disais à mon père, quand bien, je disais pas jamais ça, quand une fois par mois, je vais en mériter une fois par semaine. Puis il faisait ça une fois par mois, je vais le mériter en maths, je le savais. J'ai appris avec ça. C'est un autre, on est dans un autre monde, là. Mais entre ça, puis ne pas pouvoir intervenir, pas pouvoir parler sérieusement à un parent, pas pouvoir discuter sur l'avenir d'un jeune, puis lui expliquer, pas pouvoir. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant. Là. Encore une fois, je ne suis pas un pédagogue, je ne connais pas les systèmes. Il y a sûrement une façon. C'est à vous autres, en gros, de trouver des solutions pour que vous fassiez votre travail. Autrement, vous avez des pharmaciens. Monsieur, il y a des pharmaciens, là. C'est des compteurs de pilules. Et quand vous leur demandez un avis des effets secondaires, ça les dérange. C'est plus des spécialistes, c'est des financiers. Ils vendent des pilules. Bien, moi, je pense qu'un enseignant, ce n'est pas un vendeur d'enseignement, c'est un professeur. C'est un éducateur. Et pour être éducateur, il faut avoir du pouvoir pour intervenir sur nos étudiants. Et à mon avis, c'est votre rôle, c'est un travail que vous devez faire pour reprendre du pouvoir. Encore une fois, pas il y a 50 ans, mais il y a 20 ans, comme les plus vieux, là, quand j'étais à l'école, il y avait des rencontres entre les professeurs et les parents, puis on se reparle fort, mais le professeur finissait par gagner, parce qu'on le savait d'ailleurs. Hein, nos enfants ne faisaient pas l'affaire, moi j'en ai 5, il y a eu un qui a traîné à part longtemps, et j'étais bien content, j'ai fini par comprendre qu'on était en partie responsable. Puis on a donné à l'époque, on donnait la permission aux professeurs d'être. Et c'était une collaboration, parce qu'on voulait que notre enfant arrive, il doit avoir moyen de trouver, encore une fois, je ne suis pas le spécialiste de ça, mais je le trouve aberrant, et c'est contre le concept même d'un bien public, que le bien public soit dilapidé. Et vous êtes partie prenante de ce bien public. Et on vous fait confiance, comme on nous fait confiance, pour que nos enfants à l'université, il faut qu'ils arrivent. Alors, moi, je dis aux parents qui sont pas... Ils n'étaient pas d'accord, je faisais, bon, sortez-le, là, vous payez, là, actuellement, c'est encore pire, ils payent. Mais quand le bien va être complètement public, c'est la collectivité qui est responsable. Et vous êtes partie de cette collectivité, vous êtes partie extrêmement importante. Tout le personnel dans les écoles, dans les universités, sont parties extrêmement importantes pour qu'on n'en arrive pas à la médiocrité. On en arrive à une éducation publique qui va faciliter le développement de notre économie, puis va faciliter notre capacité de faire face à la concurrence internationale. Alors, c'est aussi fondamental que la santé. Comme la santé, c'est un bien public parce que des employés malades, c'est pas très efficace. Par définition, ça devient bien public. C'est le même principe. L'éducation, c'est un bien public extrêmement important. Parce que c'est ça qui est la base de notre concurrence. Alors, vous êtes partie prenante de ça. Donc, il y a 3 rôles. Hein? Le gouvernement a un rôle, les étudiants un rôle, mais vous autres, vous avez un rôle. Je pense, encore, moi, ayant discuté avec les professeurs de mes enfants, il me semble que vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Et votre syndicat doit être partie prenante pour vous aider à reprendre du pouvoir. Merci. Ça va être une dernière question. Oui. Monsieur Julien, nous avons commencé une consultation dans les écoles et les centres au sujet du concept de l'autonomie professionnelle. Puis vous allez voir, c'est un rapport avec une partie de votre intervention. Vous dites, dans le fond, qu'il faut prendre notre place et qu'il faut mettre le pied à terre. Sauf que dans les 20 concepts ou les 20 assertions sur lesquelles les enseignants doivent se prononcer, la première, sur laquelle on a une tonne de commentaires,
c'est que l'enseignant, dans sa classe et dans son école, on remet constamment son jugement professionnel en question. Et ça, c'est remis en question autant par les parents, les gestionnaires. Vous le savez, si vous lisez dans les médias ou sur Internet, tout le monde se mêle de l'éducation, puis est en train de venir dire aux profs, finalement, comment il devrait faire sa feuille de leçon, puis quelle quantité de devoirs il devrait donner, puis finalement, quelle partie du livre il devrait éviter parce que ça ne plaît pas à son enfant. Alors, je suis d'accord avec une partie de votre commentaire, mais ce qui est difficile, c'est que parfois, on a l'impression, les enseignantes et enseignants, de se battre un peu tout seuls, puis d'être toujours à contre-courant. Et vous savez, vous avez parlé même de redoublement. Combien d'enseignantes sont ici dans la salle et ont parfois voulu privilégier soit le redoublement ou une mesure alternative pour un enfant en difficulté. Puis au bout de la séquence, là, on n'a pas tenu compte du tout du jugement professionnel de l'enseignant. Alors, vous comprenez dans quelle situation difficile on peut se trouver. On n'est pas mal à l'aise, mais on essaie de trouver une voie par laquelle on pourrait être reconnu pour le professionnalisme dont on fait preuve tous les jours et pour lequel la société québécoise, malheureusement, en tient pas compte. Mais vous avez bien raison, ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais si vous ne commencez pas à vous battre tout de suite, ben, vous allez toujours être à la tête. Vous commencez à faire longtemps. Il faut. Ben, bon, là, on ne fait pas le temps de dire. Et encore une fois, pas spécialiste du monde. Il faudrait que vous alliez parler au directeur d'école aussi. Encore une fois, vous êtes. C'est votre métier. Mettez-vous ensemble, tout seul, puis chaque école toute seule, vous ne serez pas capable. Moi, il me semble que c'est un rôle de votre syndicat de faire une partie de ce travail-là pour que dans 5 ans, ça s'améliore, vous ayez du pouvoir. Et ça s'explique auprès de la population, ça s'explique graduellement où on va en arriver. Ça s'explique aussi les erreurs, les erreurs que ça donne, tous les problèmes que ça donne, les retards. Bon, dans l'alphabétisme, les petits voisins, moi, qui ont terminé leur secondaire, puis ils ne savent pas lire encore. C'est pas de votre faute. C'est tout le système qui vous empêche là. Alors, il faut utiliser vos outils, il faut montrer à la population que ça n'a pas de sens. Puis graduellement, la population va changer. De la même façon qu'on exige, on voudrait bien que nos pharmaciens fassent un peu de pharmacie au lieu de vendre des pilules. Bon, il faudra s'y mettre à un moment donné, mais moi, je ne veux pas de syndicat par rapport aux pharmaciens. Dans mon syndicat, je me bats, en tout cas, pour qu'on reprenne notre rôle. Nous sommes des professionnels. Nous sommes, ce que vous dites, madame, là, des gens qui ont suivi des cours, qui ont développé une compétence et qui doivent être. On doit utiliser cette compétence-là pour faire changer les choses. Sinon, encore une fois, on peut toujours dire que ce n'est pas possible, mais moi, j'accepte pas ça comme je suis un battant. C'est toujours possible. Alors, bonne chance et bon courage.